Bienvenue dans cette nouvelle présentation de la série Découvrir Jung. Aujourd'hui, c'est Martine Sandor-Buteau, psychanalyste et anciennement professeure à l'École des psychologues praticiens, qui va nous parler du moi. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la conceptualisation du moi par Jung. Jung s'est intéressé très tôt à la question du moi. Cet intérêt découlait d'abord de son propre vécu. Il raconte dans Ma vie avoir eu la sensation enfant d'une division, ou en tous les cas le vécu d'une dualité interne entre ce qu'il a appelé sa personnalité numéro 1 et sa personnalité numéro 2, et avoir à ce moment-là une question qui était qui suis-je et comment trouver une unité. Sa question sur l'identité et le moi s'est trouvée réactivée devant le morcellement des psychotiques et la difficulté que ceux-ci avaient à différencier fantasme et réalité, à différencier le moi et l'autre. D'abord jeune interne à l'hôpital psychiatrique du Burgosli, Jung deviendra assistant du médecin-chef, qui était à l'époque Bleuler, puis chef de clinique. Il cherche à comprendre la psychose, appelée à l'époque démence précoce. Il cherche à comprendre, il cherche aussi des moyens de soigner les malades. Il s'intéresse aux idées de Freud, se passionne pour le test des associations et développe ses idées sur la démence précoce. Il va poser qu'il y a une tendance à la dissociabilité de la psyché chez chacun. Et il va développer les idées sur les morceaux de personnalité qui se dissocient, les personnalités parcellaires qu'il appelle les complexes. Il reprend son interrogation sur ce qui peut assurer l'unité et la continuité du sentiment de moi et de soi. Jung définit le moi à la fois comme un complexe et comme le pôle central du champ de conscience. Commençons par le complexe et commençons par une définition du complexe. Un complexe est un ensemble d'idées, d'affects, d'images, de représentations et de souvenirs, un ensemble organisé comme un tout, formant une petite personnalité à l'intérieur de la personne, ce que Jung appelle une personnalité parcellaire. L'ensemble des contenus du complexe sont agrégés autour d'un centre qui les aimante et les maintient ensemble. Cet aimant, qui est le thème central du complexe, est une question ou un thème central chargé d'énergie, une question typique à laquelle les contenus sont rattachés d'une manière ou d'une autre. Il y a de nombreux complexes différents. Si on prend l'exemple du complexe mère, le complexe mère est l'ensemble des idées, affects, souvenirs et représentations autour de la question du maternel qui s'est structurée dans une personne. Il contient les images, affects et idées que cette personne a de ce qu'est une mère, ainsi que les souvenirs que cette personne a avec sa mère, avec les personnes qui lui ont servi de mère et les souvenirs d'elle en tant que mère ou en position maternelle. Le complexe est donc une entité avec une tonalité affective propre et une histoire. Il est inconscient et se constitue au cours de l'histoire du sujet. L'ensemble des complexes forme l'inconscient personnel. Le moi en tant que complexe est donc l'ensemble des idées, affects, images, représentations et souvenirs qui sont reliés à la question « c'est quoi moi ?» La première fois que l'enfant arrive à marcher, ou quand il se tient sur un vélo pour la première fois, ou quand il arrive à contrôler ses sphincters et à faire caca dans le pot, il a une jubilation, une jouissance,
un sentiment de moi qui passe par son corps et se situe dans la relation à ceux qui l'accompagnent et qui le regardent. Ça lui donne une expérience de moi. Peu à peu, les différentes expériences de moi se rassemblent en idées, affects, images et constituent les idées, les images que j'ai de moi. Ainsi, un de mes patients était organisé comme quelqu'un qui se devait de maîtriser. Cette organisation se desserrant, il a senti un sentiment de soulagement, une libération. En même temps, il a commencé à faire des petites erreurs, des petits oublis. Surpris et angoissé, il me dit « Mais c'est pas moi ça, je ne me reconnais pas ». Il y a, nous dit Jung, un grand attachement à être moi qui pousse à la constitution du moi. Et une fois que la définition de moi est établie, il y a un attachement à rester ce moi-là. On peut être attaché à être une bonne personne ou à être une personne nulle, si telle est la définition que l'on a constituée de moi. Le moi, porteur de la conscience. Un complexe est une organisation inconsciente qui se constitue au cours de l'histoire du sujet. Si bien que lorsque Jung définit le moi comme un complexe, il dit que la structure, les fondements du moi sont une organisation inconsciente. Il faut donc que se constitue une structure inconsciente, le complexe moi, pour que la personne soit capable de prendre conscience. Le complexe moi est un complexe parmi les autres, mais c'est un complexe particulier parce qu'il est doué de conscience. Il est aussi doué d'une volonté qui peut être consciemment dirigée. Jung, dans ma vie, parle du moi à propos de deux de ses rêves. Dans le premier, la position du moi comme porteur de la conscience est très bien illustrée. Ce rêve, il le fait entre 17 et 20 ans. Voici le rêve. C'était la nuit, à un endroit inconnu. Je n'avançais qu'avec peine contre un vent puissant, soufflant en tempête. En outre, il régnait un épais brouillard. Je tenais et protégeais de mes deux mains une petite lumière qui menaçait à tout instant de s'éteindre. Or, il fallait à tout prix que je maintienne cette petite flamme, tout en dépendait. Soudain, j'eus le sentiment d'être suivi. Je regardai en arrière et perçus une gigantesque forme noire qui avançait derrière moi. Mais, au même moment, j'avais conscience que, malgré ma terreur, sans me soucier de tous les dangers, je devais sauver ma petite flamme à travers nuit et tempête. Quand je me réveillai, je compris immédiatement. C'est le fantôme de Brocken, mon ombre même projetée sur les traînées du brouillard par la petite lumière que je portais devant moi. Je savais aussi que cette petite flamme, c'était ma conscience. Dans les rêves, le rêveur est généralement le moi. Ici, donc, dans ce rêve, Jung est le moi. La flamme, la petite lumière qui est dans la lanterne, est, comme il nous le dit, la conscience. La conscience n'est pas le moi porte la conscience. Il a le sentiment de devoir à tout prix préserver la petite flamme. À ce moment-là de la vie de Jung, il a, comme je l'ai dit, entre 17 et 20 ans, son moi est en train de se délimiter. Il est en train d'émerger de la nuit et du brouillard. La situation psychique dans laquelle Jung se trouve est très bien représentée dans les rêves et dans ce que nous dit Jung. Il émerge du noir et il doit protéger la petite flamme, consolider sa capacité de conscience, consolider le moi. Le moi se constitue en se dégageant de la nuit et du brouillard, en se dégageant de l'indifférenciation d'avec la mère, le père, la famille et d'avec l'inconscient, de ce que les alchimistes appellent la massa confusa. Le moi se dégage
se différencient de l'inconscient collectif et au fur et à mesure de leur constitution, des différents complexes de l'inconscient personnel. Poussés par la dynamique de différenciation du processus d'individuation. Aussi par l'attachement à être moi, et appuyé sur ses vécus corporels, l'enfant se sépare de sa mère, du corps et du psychisme de sa mère, de son père, de sa famille et de l'enveloppement premier dans l'inconscient. Il nous faut reprendre ces différents éléments. D'abord, le moi s'appuie sur le corps. Le corps propre, la sensation de son corps, d'abord par bribes, puis en tant que corps entier et séparé doté d'une coordination, donne une base à la sensation de moi et la sensation de son unité. Dès le début de sa conceptualisation du moi, Jung a relié la constitution du moi avec cet appui corporel. Il écrit : le moi est l'expression psychologique de la connexion fermement associée de toutes les sensations corporelles élémentaires. L'enfant se découvre moi en découvrant les limites de son corps, en découvrant ce qui est moi et ce qui ne l'est pas, le dedans et le dehors, et en dedans ce qui est moi et ce qui ne l'est pas. Tiens, cette main, mais elle est à moi. Tiens, ce corps, ah bah non, c'est pas le mien, c'est celui de ma mère. Le corps, les émotions aussi. Ah non, non, c'est pas moi qui suis en colère, c'est l'autre. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ah, mais par contre, moi je suis en colère. Est-ce moi ou est-ce l'autre qui est en colère? Et puis, tous les jeux de différenciation d'avec l'autre. Par exemple, pour l'enfant, son jouet, quand il joue avec, il dit c'est à moi, c'est pas à toi. Et puis l'autre là-bas, c'est son jouet, c'est pas le mien. On connaît tous l'enfant de 2 ans qui dit tout le temps moi, c'est à moi, c'est pas toi. Le moi se constitue sur le vécu corporel et affectif, dans le rapport avec, mais aussi par le heurt et la confrontation, avec les autres externes et les autres internes que sont les archétypes et les complexes, et en particulier ceux de l'ombre. Nous verrons plus loin ce que sont les archétypes et les vicissitudes du rapport du moi avec eux. Concentrons-nous pour le moment sur la confrontation du moi avec son ombre. En effet, c'est en particulier par son ombre que la définition qu'a le moi de lui-même se trouve mise en cause et donc peut évoluer. Cette mise en cause du statu quo, du moi, est précisément la fonction de son ombre. L'ombre est un archétype qui organise une opposition antagoniste à tout contenu psychique constitué. Au fur et à mesure que le moi se constitue en tant que complexe, s'organise son antagoniste, l'ombre du moi. L'ombre du moi se grossit de tout ce que le moi ne considère pas comme faisant partie de lui, comme faisant partie de moi, et qui met en cause sa définition de moi. Se met donc en position d'ombre du moi tout ce qui émerge de nouveau, du fait de questions et de demandes venant tant de l'extérieur que de l'intérieur. Ainsi, je me dis, je suis une bonne personne. C'est ma définition de moi. Et puis je prends conscience que j'ai envie de supprimer ma sœur. Ah non, ça c'est pas moi. Non, non, je suis pas cette personne. Ah ben si, quand même, en fait, c'est bien aussi moi, j'ai de l'agressivité. Bon, je vais pas la tuer parce que je l'aime aussi. Le moi prend conscience des contenus de l'ombre. S'il le peut, il tient le conflit, la tension que cela provoque. Il différencie ce qui est du moi et ce qui ne l'est pas, ce qui est à moi et ce qui ne l'est pas. Il rejette ce qui n'est pas du moi ou ce qu'il ne peut pas intégrer comme tel, ou il assimile, ou bien il assimile,
ou bien il intègre le nouveau contenu. L'intégration passe par le vécu d'un conflit entre le moi et le contenu de l'ombre, jusqu'à ce qu'une transformation s'opère, à travers laquelle le contenu trouve une forme intégrable et le moi se transforme. Lorsque le moi ne peut pas tenir le conflit, il peut projeter, supprimer, dénier, renvoyer dans l'ombre les contenus qu'il n'arrive ni à assimiler ni à intégrer. Dans la confrontation entre le moi et le contenu de son ombre, le moi s'étoffe, intègre dans sa définition de moi plus de facettes. Par ailleurs, il apprend à supporter le conflit, à supporter la remise en cause, à objectiver, à tenir le conflit. Il se solidifie dans sa capacité à prendre conscience et à jouer son rôle. Le moi ne peut se confronter à son ombre qu'autant qu'il peut le supporter. Dans le rêve de la lanterne, la capacité de conscience de Jung est vacillante. Les contours du moi commencent à se dessiner, l'ombre est mal délimitée, le noir et le brouillard sont encore bien présents et un vent puissant souffle vers un retour, vers l'indifférencié. Jung sent qu'il doit faire attention de préserver la flamme, de préserver la capacité de conscience. Il n'est pas question d'être réenglouti dans l'indifférencié, dans le noir et le brouillard. À ce stade du développement, le moi se confronte peu à peu à certains contenus de son ombre, mais doit maintenir ses propres contours. Jung appelle le processus de constitution du moi l'individualisation. C'est un long processus qui peut ne pas arriver à se réaliser suffisamment. Les psychotiques ont un moi fragile. Ils ont du mal à différencier moi et extérieur, moi et fantasme, ce qui est dedans et ce qui est dehors. Ils entendent des voix, celles de leur personnalité parcellaire, et ont du mal à ne pas agir ce que ces voix leur disent de faire et à ne pas penser qu'ils sont bien comme ces voix disent qu'ils sont. Ils ont du mal à avoir conscience d'eux-mêmes, à objectiver. Lorsque l'individualisation arrive à se faire, le moi se définit de plus en plus, ses contours se dessinent, celles de son ombre aussi, et le moi est de plus en plus capable de se tenir comme pôle central de la conscience. Jung parle du moi à propos d'un deuxième de ses rêves qu'il raconte dans Ma vie. Dans ce rêve, le rêve de Siegfried, la situation psychique de Jung a évolué par rapport à celle du rêve de la lanterne. La différence entre le complexe moi et le moi en tant que pôle central du non pas du psychisme, mais du conscient, est nettement représentée et la tension entre le moi et son ombre est dans un paroxysme. Voici le rêve de Siegfried. Je me trouvais avec un adolescent inconnu à la peau foncée, un sauvage, dans une montagne solitaire et rocheuse. C'était avant le lever du jour. Le ciel, à l'orient, était déjà clair et les étoiles commençaient à s'éteindre. Par-delà les montagnes retentit le corps de Siegfried, et je sus dès lors qu'il nous fallait le tuer. Nous étions armés de fusils et nous nous mîmes en embuscade dans un chemin étroit. Soudain, Siegfried apparut au loin, tout en haut de la crête de la montagne, dans le premier rayon du soleil levant. Dans un char fait d'ossements, il descendit à une vitesse folle le flanc rocheux de la montagne. Lorsqu'il apparut à un tournant, nous tirâmes sur lui et il s'effondra, mortellement atteint. Plein de dégoût et de remords d'avoir détruit quelque chose de si grand et de si beau, je m'apprêtais à fuir, poussé par la peur qu'on pût découvrir le meurtre. À ce moment survint une pluie drue et abondante, dont je savais qu'elle ferait disparaître toutes les traces de l'attentat. J'avais échappé au danger d'être découvert. La vie pouvait continuer, mais il restait en moi un sentiment intolérable de culpabilité. Siegfried représente un aspect jusque-là inconscient du complexe moi de Jung.
La définition de moi qui s'était organisée en lui à son insu était, je le cite, une identification inconsciente à l'idéal de héros. Il précise que le héros dont il est question est celui de la mer avec un grand M, de la grande mer. Être moi, ce qui, selon cette position, était moi, était lui, était d'être un héros, et toute sa vie, il l'avait été. D'abord avec sa mère et son père, et puis avec tous les professeurs. Partout où il allait, il était reconnu et mis en position de l'élève prometteur et admiré, y compris par Bleuler et bien sûr par Freud. Il s'est mis en position d'être le champion de Freud et de la psychanalyse. Il fait ce rêve en 1913, au moment de sa séparation avec Freud. Il ne peut plus se tenir dans cette position. C'est cette position qui est mise en cause dans le rêve, qui est en train d'être mis en cause, que son moi accepte de se sacrifier en se séparant de Freud. Dans le rêve, Siegfried est une partie du complexe moi. Jung est le moi en tant que pôle central du conscient. Il observe, prend conscience, considère, souffre la douleur du conflit, supporte la culpabilité. Il participe lui-même à la mise à mort de Siegfried par l'ombre. Il accepte le sacrifice de sa position de héros. L'identification au héros aveuglait Jung, limitait sa capacité de conscience et ses choix. Elle dominait, colorait son attitude et ses relations avec les autres et avec lui-même. On peut dire que Jung était dans une inflation et qu'il était possédé par la figure du héros. Jung décrit différents phénomènes qui opèrent dans la relation du moi avec le conscient. Il parle d'inflation, de possession et de fascination. Ces phénomènes font partie des processus par lesquels l'inconscient peut se manifester au conscient, mais ils peuvent aussi empêcher le moi de jouer son rôle et bloquer le déroulement et l'évolution du psychisme, la transformation de l'ensemble de la dynamique psychique. Le moi peut être recouvert par identifié à un complexe. Jung dira que la personne est possédée, ou plus exactement, que le complexe devient la dominante du conscient. Cela peut être momentané. On peut être subitement pris par quelque chose. À ce moment-là, ma voix change, ma posture physique aussi. Si je m'en rends compte, je peux me mettre à dire « mais qu'est-ce qui m'a pris ?» Et j'entends que je suis devenue catégorique, que je suis devenue comme persuadée de détenir la vérité, et en voyant les réactions en face, je m'en suis rendu compte. J'ai été prise, momentanément, par un animus négatif que je connais bien. Le moi peut être recouvert, dominé, possédé de façon plus permanente. Une personne, par exemple, qui ne se sent moi que quand elle materne, ou Jung qui ne se sent moi que quand il est un héros. Jung utilise le terme de possession pour parler du recouvrement du moi par un complexe, mais en fait aussi et surtout pour parler de la possession par une figure archétypique, par des contenus plus impersonnels que personnels. Ces contenus plus impersonnels sont les archétypes. Un archétype est un centre d'énergie lumineuse ou sacrée. C'est une image virtuelle ou préforme, une image sans contenu ni représentation qui met en place les conditions de la rencontre avec l'expérience, permettant une représentation, une psychisation, une expérience qui donne corps et forme à la question type posée par l'archétype. Avant de rencontrer une personne qui sera mère pour lui, l'enfant la cherche. Il a une connaissance inconsciente a priori de ce qu'est une mère et il met en place les conditions pour que cette personne puisse devenir sa mère, être sa mère.
il lui donne les moyens d'être sa mère. C'est ce qu'on appelle aussi les compétences de l'enfant. Elles sont innées, elles viennent de l'archétype de la mère. Chaque archétype est porteur de sens, porteur d'une idée, d'une question type et universelle. L'ensemble des archétypes forme l'inconscient collectif, dont Jung parle parfois en termes d'âme ou de psyché objective. La figure du héros de la Grande-Mère est une figure archétypique. Se prenant pour le héros de sa mère et de son père, Jung était déjà dans une inflation, dans une toute-puissance. Il se sent et est mis dans la position d'être très important pour eux, d'avoir une grande importance. Se prenant pour le héros de la Grande-Mère, Jung s'en attribue la puissance. Le sujet peut se sentir très fort, imbu de lui-même, dirait-on, croire qu'il a cette puissance, ou au contraire se dévaloriser, de ne pas arriver à tout, de ne pas être tout-puissant. Jung est dans une inflation et il est possédé par la figure du héros. Cette figure est à la fois un fantasme constitué dans l'histoire personnelle de Jung dans sa relation avec son père et sa mère, et une figure archétypique. Le terme de possession se réfère à l'idée d'être possédé par un esprit, en l'occurrence là, l'esprit du héros de la Grande-Mère, qui lui confère son énergie et sa puissance. Dire que Jung est possédé, c'est dire qu'il est captif, qu'il ne peut pas être autre chose. Dire que le moi est fasciné, c'est aussi parler d'une captation. C'est dire qu'il est sous le charme, attiré comme un papillon vers la lumière. Le moi peut être fasciné par une idée, porteuse de lumineux, ou par une personne à qui il attribue la puissance et la luminosité d'un archétype, qui est souvent elle-même possédée par cet archétype et auréolée par sa luminosité. L'enfant va projeter sur le parent l'archétype et sa puissance. Il aura, lors de sa confrontation avec l'inconscient, à se dégager de ses projections. Le rêve de Siegfried marque le moment où Jung commence à prendre conscience de sa possession. Il représente et annonce le processus par lequel Jung va se déprendre de cette possession. Quelque chose qui s'est mis en position d'ombre, met à mal, mais même à mort, l'identification de Jung avec le héros. Jung en parle comme une ombre primitive. Il est possible de parler de la mise à mort de Siegfried comme ce que les orientaux appellent la mort de l'ego. Il ne s'agit pas de la mort du moi. C'est la mort, le démantèlement de certaines identifications, de l'image inconsciente du moi. Ce démantèlement n'est souhaitable que s'il y a un moi solide qui peut prendre conscience et tenir sa place et jouer son rôle. La mise à mort du complexe moi par l'ombre entraîne une crise d'identité que Jung a vécue de 1912-13 à 1917-19, après sa rupture avec Freud, et qu'il décrit dans le chapitre « Confrontation avec l'inconscient dans ma vie ». Il en parle comme d'une épreuve. Pendant cette épreuve, le moi ne disparaît pas. Jung décrit très bien le travail du moi pendant sa crise. Il se sent désorienté, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il pense, il ne sait plus comment faire et comment être. Il va se donner une méthode, qui est celle qu'il préconise dans une analyse, dans un travail sur soi. Le moi accepte de se laisser aller, de se laisser tomber dans le vide, de laisser les irruptions inconscientes le traverser, et en même temps, le moi fait tout son possible pour prendre conscience. Le moi reste avec les affects jusqu'à ce que les images apparaissent, les images reliées à ces affects apparaissent. Il reste avec ces images, avec les rêves, il les dessine, il dialogue avec les figures archétypiques qui se présentent, il fait tout ce qu'il peut pour entendre le sens. Quand il se sent trop bousculé, il a l'impression que son moi risque d'être englouti par le noir, le chaos, le brouillard. Jung fait du yoga. Il reprend contact avec son souffle, avec son corps, et retrouve
les contours de son moi. Ainsi va-t-il dialoguer avec une figure féminine qu'il nommera Anima. À travers ce dialogue, le moi se différencie de l'anima, se déprend de la fascination qu'elle exerçait et écoute, considère les contenus véhiculés par l'anima pour en entendre le sens et la valeur. C'est ce qu'il appelle l'objectivation de l'anima et de l'animus par le moi. Le moi se différencie et se relie à l'anima et l'animus. Ainsi utilisés par le moi, l'anima et l'animus deviennent des véhicules de relation entre le moi et l'inconscient. Jung décrit le même processus de différenciation et liaison avec la persona qui, utilisé par le moi, devient l'interface entre le moi et le monde extérieur. La persona devient une série de masques, porte-voix, qui permet tout à la fois de jouer son rôle dans la société et de faire sonner la voix du moi et de faire sonner la voix du moi. Il décrira aussi le processus de dégagement des projections et de retour des projections en la personne, ce qui est très difficile parce que pendant un temps, la personne se retrouve en état d'inflation. Au bout de plusieurs années du vécu intense de crise, de désorientation intérieure et de travail intense du moi, Jung constate qu'une transformation de l'ensemble de sa structure psychique s'était opérée. Dans cette transformation, son moi avait été déplacé et replacé, remis à sa place, décentré. Le moi est le centre du champ de conscience, pas le centre de la psyché. Il a tendance à se prendre pour le centre du monde, pour le centre de la psyché. Il ne l'est pas. La mise à mort de Siegfried, le démantèlement des identifications aliénantes est subi par Siegfried et en partie accepté par le moi. Le moi participe douloureusement à la mise à mort de son idéal. Il se sent coupable, il se sent humilié. C'est, nous dit Jung, la souffrance de l'homme contraint de sacrifier son idéal et son attitude consciente. Le mouvement a été déclenché de l'intérieur. Pour Jung, la séparation avec Freud n'est pas le déclencheur de la crise. Le déclencheur est un besoin impérieux intérieur de devenir soi, une dynamique archétypique, celle de l'archétype du soi. C'est le soi qui est le centre de la psyché. Il est l'organisateur de l'ensemble de la dynamique psychique. Il est la totalité de ce que je suis, incluant le conscient, l'inconscient et la relation entre les deux. Jung appelle le processus de réalisation du soi processus d'individuation. Le processus d'individuation est un processus de différenciation, de transformation, de centration et de conjonction des opposés, chacun de ces éléments du processus étant important et jouant son rôle à certains moments plus que d'autres. Jung, parfois, différencie l'individualisation en tant que processus de constitution du moi et l'individuation. L'individualisation est le processus de constitution du moi et l'individuation est le processus de réalisation du soi. Parfois, il considère que l'individualisation est une étape de la réalisation de soi et qu'à ce moment-là, on peut penser que l'individuation commence au début de la vie et continue tout au long de la vie. Que ce soit une partie de l'individualisation et ensuite l'individuation, ou l'individualisation étant une première étape et l'individuation ensuite, quoi qu'il en soit, dans la première partie de la vie, le centre du travail psychique, du devenir soi, est l'individualisation et le processus de constitution du moi. C'est ce qui est exprimé dans le premier rêve de Jung, où il doit à tout prix préserver la flamme. C'est le centre de son attention. Le deuxième moment, qui arrive, nous dit Jung, plutôt dans la deuxième moitié de la vie,
est une participation consciente du moi au processus d'individuation. Le rêve de Siegfried marque le début d'une nouvelle orientation du moi, le début d'une prise de conscience par le moi du processus d'individuation et d'un processus de replacement du moi. Le moi a sa place et son rôle à jouer dans l'ensemble du psychisme, mais il n'en est certainement pas le centre. Son rôle et sa place, nous l'avons dit, est de répondre à la question « c'est quoi moi ?», de prendre conscience, de tenir le coup, de tenir le conflit, d'objectiver. Mais il est unilatéral et il n'est pas capable de trouver les réponses aux questions qui se posent à lui. Les réponses vont jaillir d'une coopération entre le moi et l'inconscient, d'une coopération organisée par le soi, rendue possible par les heurts des opposés à l'intérieur du soi, au sein du soi. Jung découvre le soi et l'individuation au cours de sa crise, au cours de ce qu'il a appelé la confrontation entre le moi et l'inconscient. Il s'aperçoit a posteriori qu'une transformation et réorganisation de sa structure s'était opérée en dehors de la conscience et de la volonté du moi. Et il écrit, dans le commentaire qu'il fait du rêve de Siegfried, « Il y a des valeurs plus hautes auxquelles le moi doit se soumettre ». La réorganisation qui s'est opérée est une révolution qui a amené le moi à se soumettre aux valeurs du soi. Le moi est subordonné au soi. Il s'agit là d'une éducation du moi, d'une rééducation du moi, qui apprend à se tenir à sa place, à jouer son rôle et à se confronter et se relier à l'inconscient et au soi. Il apprend à se sentir participer à une dynamique qui le transcende, celle du soi et de l'individuation. La façon dont Jung a pensé la place du moi a évolué au cours du développement de ses idées, si bien que ce qu'il écrit sur le moi et ses rapports avec l'inconscient dépend de la date de son écrit. Dans un premier temps, il voit la constitution du moi comme centrale et la place du moi comme importante, tout en restant taraudé par la question de ce qui va assurer la cohésion de l'ensemble de la personnalité, étant donné qu'il y a la dissociabilité de la psyché, que le moi n'est pas en mesure de contenir et maîtriser l'inconscient, et que même ce n'est pas souhaitable. Avec la découverte du soi, Jung place le moi dans une subordination au soi et donne au soi et sa dynamique toute la place. Son moi est dans une certaine fascination envers le soi. Il écrit à cette période de son œuvre, le moi doit laisser le déroulement du pur parcours psychique se faire. Il arrive que certains utilisent les idées de Jung en étant fascinés par le soi. À partir des années 40, avec son interrogation sur le mal, Jung va repenser la place du moi par rapport au soi. Il en arrive à postuler l'existence dans la psyché d'une dynamique innée qui refuse l'intégrité et œuvre contre l'intégration des différents éléments constitutifs du psychisme dans une totalité, œuvre contre la tendance à l'intégration et l'intégrité du soi. Il parle de cette dynamique innée, archétypique, comme le mal absolu ou l'ombre du soi. Il n'est alors plus possible d'avoir une image toute bonne du soi, comme l'image toute bonne de Dieu, et de juste faire confiance au déroulement du pur parcours psychique. C'est dans la tension entre le moi et le soi, entre le moi et l'inconscient, que le sujet émerge, devient un individu. Le centre de la personnalité devient l'axe moi-soi. Le moi détermine quelles sont les questions qui se posent, les enjeux qui se présentent. Il fait son travail de prise de conscience et d'objectivation. Il se tient ensuite dans une non-réponse et cherche les réponses les plus appropriées à la situation qui se présente
à l'ensemble de la personnalité. Il cherche, ou plus exactement laisse ses réponses venir du heurt en soi-même, en le soi, heurt des incompatibilités, heurt de ce qui paraît inconciliable. La dynamique de conjonction du soi, comme une grâce, permet la création du symbole unificateur dans lequel se trouve la possibilité d'une réponse la plus en accord avec soi, avec l'autre et avec le monde. C'est au moi, avec l'aide de l'anima et de l'animus, d'interpréter le symbole. Au moi aussi, avec l'aide de la persona, de trouver une façon d'exprimer le nouveau morceau de soi dans la société. Au moi, de traduire le symbole et de le reconvertir en forme et action éventuelles. Au moment des choix à faire, des positions à prendre, en dernière instance, nous dit finalement Jung, c'est le moi qui décide.